CIC et vous, le podcast d'un monde en mouvement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast CIC et vous. On se retrouve pour le 3e épisode de notre série sur la cybercriminalité, dans lequel nous allons parler des différents types de fraudes, qui nous seront présentés par le commissaire Antoine Dufour de l'ESRPJ de Toulouse et Elodie Balland, Solutions Flux et Moyens de Paiement au CC Sud-Ouest. Prendre la suite sur le volet escroquerie aux faux ordres de virement international, c'est effectivement un phénomène massif qui concerne toutes les entreprises, qui est apparu au début des années 2010, qui depuis ne s'est pas arrêté, avec quand même une variante principale, c'est qu'au tout début, c'était les grands groupes nationaux du CAC 40 qui étaient ciblés par les escrocs pour récupérer de l'argent. Aujourd'hui, en raison d'une très forte sensibilisation, d'une augmentation des sécurités au niveau de ces grands groupes, les escrocs se sont adaptés et ciblent aujourd'hui n'importe quelle société, des très petites aux grandes entreprises, en passant par les moyennes. Évidemment, tout le monde est ciblé. Alors, pour vous donner une définition rapide d'une escroquerie aux faux ordres de virement, à quoi elle correspond, déjà tout simplement, la première des victimes, c'est une entreprise qui va être ciblée par des escrocs. Et les escrocs vont usurper une identité pour obtenir ou réaliser un virement bancaire qui est indu. Donc leur objectif dans tout ça, c'est de raconter une histoire avec un scénario bien rodé, trouver la bonne personne qui va être vulnérable dans une société, dans un service comptable notamment, ou au service finance. Ils vont cibler une personne particulière et ils vont faire leur maximum pour lui raconter une histoire qui va la convaincre d'aller faire un virement ou d'opérer des changements au niveau bancaire, par exemple sur des RIB. À l'issue, qu'est-ce que c'est ? C'est un virement qui part sur un compte qui n'est pas celui que la personne pensait être le bon et la société qui perd son argent. Pour mettre à bien donc, leur mission, ils s'appuient sur plusieurs leviers, les escrocs. Le premier, c'est un gros travail de prise de renseignements sur les sociétés. C'est-à-dire que pour commettre une escroquerie, il faut avoir un scénario, il faut que ce scénario il soit fiable, que la personne y croit. Donc, quels sont leurs leviers ? C'est d'abord se renseigner sur une société. Se renseigner, c'est tout simple. C'est déjà aller sur Internet, regarder si la société a un site Internet, si on a accès à des organigrammes. Tout simplement récupérer le CABIS, aujourd'hui on a accès aux comptes annuels, on peut récupérer les bilans sans difficulté sur tous les sites en source ouverte qui le permettent. Et à partir de ces éléments-là, ils vont étudier la société, comprendre comment elle fonctionne, qui est à la tête de quel service. Et derrière, ils vont arriver sur une phase, on va dire, d'attaque sur cette société. Alors ça peut être par téléphone, ça peut être par mail. Cibler une personne à risque, lui faire croire qu'elle va réaliser quelque chose de très important et la manipuler psychologiquement pour obtenir le virement qu'il souhaite. Et à partir de là, on a plusieurs scénarios qui vont se décliner. La seule chose qui différencie une attaque de l'autre, ça va être l'histoire qui va être racontée. Alors aujourd'hui, on a différents scénarios qui ont été isolés puisqu'on les retrouve de manière assez régulière maintenant depuis une dizaine d'années. D'où l'objectif de sensibiliser les entreprises pour qu'elles prennent conscience du risque et qu'à un instant, s'ils sont contactés de manière atypique par quelqu'un, elles se posent la question de est-ce que ça n'est pas un escroc ? Alors la toute première qui est apparue en 2010, c'était la fraude au président. Ce que je vais expliquer derrière peut paraître grotesque, mais il faut avoir à l'esprit que vous avez affaire à des escrocs qui sont des professionnels, qui passent leur journée à faire ça. Ce sont quasiment des acteurs et ils ont un pouvoir de persuasion extrêmement important. Dans le cadre de la fraude au président, c'est tout simplement un escroc qui va se faire passer pour un avocat, pour un notaire ou tout simplement pour le président de la société qui est absent en ce moment et qui va contacter son service comptable en disant « Bonjour, je suis monsieur Untel, avocat de la société, je travaille pour tel grand cabinet d'avocats international. Votre directeur général m'a demandé, dans le cadre d'une fusion-acquisition extrêmement confidentielle avec une société en Chine ou ailleurs, de vous contacter car nous avons besoin de vous pour faire un virement en urgence vers une société à l'étranger qui va nous permettre de faire une OPA sur une autre société étrangère. Surtout, vous n'en parlez pas, c'est très confidentiel et je compte sur vous. » Voilà, c'est le mode opératoire classique. Ils vont cibler une personne qu'ils ont identifiée dans le service comptable et ils vont lui demander de faire un virement avec une histoire qui paraît rocambolesque quand on la raconte comme ça, mais qui est réelle. Et le nombre de sociétés qui se sont fait avoir, du CAC 40 jusqu'à des PME, est énorme, tout simplement parce qu'ils manipulent l'esprit.
Donc là, le virement part, et une fois qu'il est parti, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué puisque le pays de destination des fonds, la plupart du temps, n'est pas la France, même si ce n'est pas systématiquement le cas. Et donc là, évidemment, c'est difficile de recouvrir les fonds. Un deuxième mode opératoire qui est beaucoup plus insidieux cette fois-ci, c'est la fraude au changement de coordonnées fournisseurs. Là, l'objectif des pirates, ça va être tout simplement de contacter une société en se faisant passer pour son fournisseur. Ils ont au préalable réussi à identifier par exemple des factures qui n'avaient pas été payées, qui n'avaient pas encore été réglées. Et ils vont expliquer donc au service de la société que ces factures-là qui n'ont pas encore été réglées doivent l'être, mais sur un nouveau RIB, sur de nouvelles coordonnées bancaires. Donc ils vont transmettre de nouvelles coordonnées bancaires qui ne sont évidemment pas celles du vrai fournisseur, hein, ce sont les coordonnées des escrocs. Là, la société victime va changer les coordonnées fournisseurs donc au niveau bancaire, et puis ils vont payer une facture, 2 factures, 3 factures, 4 factures, jusqu'à ce que le véritable fournisseur se rende compte qu'il n'est toujours pas payé et sonne l'alarme. Et c'est là, en général, que tout s'effondre, que la société victime qui fait des virements depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur un compte frauduleux, prend conscience qu'elle a été victime d'une escroquerie. Là, tout simplement, souvent, les sociétés ont le sentiment ou l'impression qu'on leur a piraté leur système d'information, que des informations ont été récupérées par le biais d'une cyberattaque, ce qui est possible, hein, évidemment. Une attaque sur les systèmes d'information d'une société peut permettre de récupérer des informations importantes sur les fournisseurs, sur les factures à payer, évidemment. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est surtout que ces informations-là, elles n'ont pas été obtenues par le biais d'une cyberattaque, mais tout simplement par le biais de contacts téléphoniques avec la société victime ou avec le fournisseur, parfois ça arrive aussi. Ils se font passer pour l'expert comptable de la société victime ou pour le commissaire aux comptes pour récupérer des informations qui vont leur servir derrière. Donc là encore, l'objectif, c'est de vous rappeler que oui, on peut être victime aussi d'une cyberattaque pour récupérer ces informations, mais ces informations, elles peuvent être obtenues en direct, d'où l'importance aussi de veiller à ce qu'on dit au téléphone. À qui on le dit? Est-ce que c'est vraiment la personne qui dit nous appeler? Est-ce que c'est bien elle? Ou est-ce que c'est une autre personne qui essaie de nous escroquer? Je prends la suite sur la fraude aux faux techniciens, parce que là, on est directement impacté, nous, banquiers, puisqu'il y a une usurpation d'identité de nos services, de nos plateformes techniques. Donc il y a 2 cas de figure, hein, comme l'a évoqué le commissaire Dufour. Vous pouvez avoir, il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs histoires. Ça, c'est une nouvelle histoire. Malheureusement, elle est pratiquée très fréquemment. Le faux technicien, ça peut être le faux technicien informatique, mais aussi donc le faux technicien bancaire. Moi, je vais insister sur le faux technicien bancaire, évidemment. En fait, les fraudeurs s'appuient sur des évolutions réglementaires. On a vu apparaître ce type de fraude, notamment à la migration SEPA, donc en 2013. Il s'appuie également sur toute nouvelle réglementation. Récemment, on a eu la directive des services de paiement dans sa deuxième version. Donc, ils se sont aussi appuyés sur ces évolutions réglementaires, mais pas que. Donc, en fait, concrètement, l'histoire, c'est ça. On appelle toujours une personne qui a été identifiée, isolée dans un département comptable et financier de l'entreprise. Et puis, voilà, on lui dit qu'il y a un problème sur le site de banque à distance, qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il y a un incident. Et ainsi, on va petit à petit, par un discours qui est là aussi très rodé et qui permet en fait de récupérer, il n'y a plus grand-chose de cyber dans l'histoire, de récupérer des identifiants, puis un mot de passe pour pouvoir en fait entrer en lieu et place de la comptable ou du comptable pour pouvoir en fait faire réaliser des opérations, vérifier, rassurer et isoler cette personne et l'amener en fait à modifier concrètement, modifier des RIB, créer des nouveaux bénéficiaires et puis sous le prétexte de test, eh bien, faire réaliser ces virements qui, une fois partis, sont irrévocables. Donc juste aussi pour moi l'occasion de vous rappeler qu'il ne peut jamais y avoir d'appel entrant chez vous de la part d'une plateforme bancaire, de la part de votre chargé d'affaires entreprise. Il ne peut jamais y avoir un appel entrant pour vous dire qu'il y a un dysfonctionnement, pour vous demander votre identifiant, votre mot de passe, ou vous amener à faire de quelconques tests en modifiant des coordonnées bancaires de vos fournisseurs, par exemple, ou créer de nouveaux bénéficiaires. C'est tout à fait impossible. Alors, c'est bien de le rappeler, ça peut paraître effectivement rocambolesque, qu'il ne faut pas
imaginer que effectivement on est à l'abri de ce type de scénarii. En réalité, le pouvoir de persuasion des fraudeurs est juste énorme. Merci de nous avoir écoutés, c'était notre 3e épisode sur les différents types de fraude présenté par Antoine Dufour et Élodie Balland. On se retrouvera pour notre 4e épisode en 2 parties sur la prévention en cybersécurité présenté par Rémi Denis de l'ANSSI et Élodie Balland, solution flux et moyens de paiement au CIC Sud-Ouest.